merci Chine pour cette introduction extraordinaire. Je suis ravie de vous rencontrer cet après-midi, de partager quelques projets qui, je pense, pourraient être pertinents pour votre travail de recherche et de projet. Alors, maintenant, je vais partager mon écran. Alors, l'urbanisation des fleuves est un sujet important et complexe. La convergence des forces sociales, politiques, écologiques et technologiques autour de la gestion de l'eau au long héritage est profondément ancré dans le territoire. Ça, c'est en référence de notre cher collègue Paul Vigenon, qui a travaillé beaucoup sur ce thème-là. Les fleuves sont les espaces extrêmement vivants. Et à mon avis, cette carte parle de l'histoire de la fleuve et a réussi de transmettre cette idée de la temporalité. Mais c'est aussi un espace très connecté et spirituel. Et je vois ça parce que je pense que vous êtes en train de regarder dans votre travail. Ça, c'est le fleuve de Whanganui, Nouvelle-Zélande, qui est reconnu comme ayant les droits d'une personne morale en 2017. C'est une première internationale. Et ça, c'est un sens, on agit de la durabilité. Ils ont fait toujours partie de la philosophie maori et beaucoup de peuples indigènes. Et ils utilisent aussi cette conception qui est écrite ici en bas, Kiyute Kitai, qui ça veut dire de la montagne à la mer. Alors, pour eux, le cycle de l'eau, c'est tout connecté. Il ne faut pas diviser les choses, que c'est une habitude que nous, on a les experts de faire ça. Et en fait, c'est la cause de beaucoup de problèmes. Mes recherches sur la mer comprennent la mer comme un lieu d'origine, une espèce centrale plutôt qu'une périphérie. Et dernièrement, le projet de lequel la Chine a parlé, c'est la recherche sur la mer du Nord. Et ça, c'est en fait une cartographie. Vous voyez, vous savez la mer du Nord, peut-être. C'est en fait ici. C'est une petite tache dans la mer Atlantique et ce sont les courants. Ça, c'est une carte faite par le cartographe Philippe Rikečević et c'est une des cartes qu'il est actuellement exposée à la Biennale de Venise. Comme j'ai dit, pour moi, la mer, c'est une figure centrale. Alors, si on parle en anglais de figure and ground, souvent la mer est plutôt un background, pas le figure même. Mais pour moi, on commence avec cette figure, on dit positive, hein, si vous voulez. Il a ces systèmes écologiques qui est aussi comme la Terre, si vous voyez. Et c'est un domaine socioculturel historique très important. Ça c'est une image de 1700 d'Antwerp. Et vous voyez que la mer, cette ville, c'était construite par la mer. Il y avait beaucoup d'activités. On a approché la ville par la mer. C'était l'adresse frontale de la ville. Mais la mer du Nord est une mer industrielle. Et il y a les trois ports plus importants en Europe qui sont dans la mer du Nord. Et il y a, ça c'est par exemple le port de Rotterdam, c'est un port hallucinant, on n'arrive pas à rentrer, c'est gigantesque, c'est toujours plus en plus grand, plus sécurisé. En plus de les secteurs traditionnels de transport et de la pêche, il y a les nouveaux secteurs de pétrole et de l'éolien qui ont les exigences spatiales. Et oui, bien qu'isolés, s'intègrent dans les cadres très rigides. Au début des années 1800, les cartes de la mer du Nord montraient une grande activité sociale, une connaissance de la géographie, au large, aussi la géographie offshore et les villes culturelles importantes. Alors, en revanche, c'est un peu le contraste total. Cette carte récente, moi, c'est une carte que j'ai fait moi-même. Le réseau de distribution de gaz, ce qui conduit à les lieux inconnus, isolés et sécurisés. Alors ça, c'est une géographie qu'on ne connaît pas du tout, ou plus du tout. Alors, je ne sais pas si vous y voyez parce que je suis désolée.
Le territoire est défini de différentes manières. Par exemple, ici, c'est un exemple de Stuart Eldon qui parle d'une political technology, qui a le lien avec les ambitions politiques et les technologies pour définir le territoire. Mais il y a aussi les autres définitions. Par exemple, Bernardi Babieu, il est aussi une série de collègues géographes qui voient le territoire comme une chose plus élastique, formée par les relations sociales. À mon avis, cette définition est mieux adaptée à un territoire fluide comme la mer. Là, vous pouvez voir. Et puis, j'utilise ça comme exemple parce qu'il y a, si on pense de les conditions pratiques de l'existence d'un individu ou d'un collectif social, on peut penser de la pêche, qu'ils ont chaque journée utilisé la mer comme l'espace de la mer dans une manière organisée dans le territoire. Alors, la mer était territorialisée à l'échelle internationale à travers cette convention. Ça, c'est la troisième convention en 1982. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça s'appelle UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Et dans cette convention, ils ont réglé les problèmes, les conflits dans l'espace de la mer après la Deuxième Guerre mondiale avec une idée de faire une zone économique exclusive qui lance 200 nautical miles. En fait, c'est beaucoup plus des kilomètres depuis la côte des pays littoraux. Alors, par un choix, on a tout cet espace, si vous voulez, consacré à l'extraction de les ressources naturelles, naturellement du pétrole. Et si on voit le monde ici, le bleu foncé représente cette nouvelle zone. On peut comprendre que ça s'est pris beaucoup d'espace de la mer internationale, alors le commons total, en fait, on a fait un petit calcul vers 30% de l'espace, c'était après prise pour cette zone économique. Ah, ok. Maintenant, pourquoi? Ah oui. Lancer en grande partie sous la pression des industries pétrolières et gazières. Alors ça envoie une carte de la division de la pétrole assez tôt, 75. En fait, la première découverte de la pétrole dans la mer du Nord, c'était 969 sur le plateau continental norvégien. Alors là, on voit qu'ils ont déjà commencé l'exploration, même si les frontières entre les pays différents n'étaient pas du tout réglées. En conséquence, tous les pays de la mer du Nord, à l'exception d'Allemagne, que c'est true ici, ont utilisé un réseau complet comme outil organisationnel pour l'octroi de licences pétrolières. La mer du Nord est devenue complètement opérationnelle pour le pétrole et le gaz. Alors là, c'est une espèce de grid qui est couvert complètement la mer du Nord. Alors, ce terme operationalization en anglais vient de la théorie de la planetary urbanization conçue par Neil Brenner et Christian Schmidt. Après, ils ont de Henri Lefebvre, je ne sais pas si vous connaissez ces idées, qui parlent d'une espèce d'urbanisation totale, mais pas c'est, comment dire, uneven. Alors, c'est pas tout la même chose, mais quand même, c'est très élargi. Et les espaces de la mer, par exemple, la mer du Nord, font partie de cette idée. Alors, oui, l'UNCLOS, la United Nations Convention on the Law of the Sea, a défini une nation aménagée. Ce qui donne naissance à un nouvel secteur de management s'appelle Marine Spatial Planning.
Ça, c'est assez récent aussi. Mais vous voyez là, c'est l'espace maritime de l'Allemagne, par exemple, et puis les routes de transport maritime. Et les espaces rouges ici, ça représente les choses, espaces réservés pour wind parks. Si vous voyez là, on est ici, dans la mer du Nord. OK, alors, fondée sur les frontières nationales, la mer du Nord est devenue un espace complètement fragmenté. Vous voyez toutes les lignes ici, c'est une espèce de tarte coupée dans les pièces. Et maintenant, avec Brexit, vous voyez que la mer du Nord est pratiquement divisée en deux complètement. Et chaque pays, ça c'est une collection de toutes les mesures qu'ils ont commencé à faire avec cette Marine Spatial Planning. Chaque pays suit leur propre stratégie jusqu'à la bord maritime. Alors, ce n'est pas du tout coordonné. Alors, en plus, il y a une nouvelle génération industrielle d'éolien. Je ne sais pas si vous voyez, mais les petits points blancs ici, ça c'est une image de NASA sous le plus grand parc, wind park, offshore wind park, qui est dans la mer du Nord. En fait, il y avait 100 turbines. Elle s'appelle London Array. Maintenant, je pense que c'est plus la plus grande, mais c'est quand même, quand vous voyez les mouvements naturels ça s'appelle la plume, le fleuve rivière Thames. Et puis, la précision avec ces petits points blancs comme ça, c'est quand même vraiment très étrange. Ils ont les vastes exigences spatiales. Et puis, c'est un espace qui ne s'est pas du tout conceptionné par la théorie ou par la perception même. Alors, la mer du Nord représente une solution potentielle aux demandes d'énergie renouvelable et démontré de cette visualisation pour la Biennale de Rotterdam, Biennale d'architecture de Rotterdam en 2016. Alors, avec cette visualisation, ils ont vu comment ce sera de produire 90% de l'énergie pour l'Europe, pour ces pays-là, dans 2050. Ils ont besoin de 25 000 turbines, c'est plus ou moins comme ça. Alors, vous voyez que la mer du Nord est absolument plein des machines, si vous voulez. Alors, tous ces arguments-là portent pour moi vers un concept de la mer urbanisée. Alors, je vous montre cette carte-là, c'est la mer du Nord, c'est mon interprétation de ça. Mais j'ai aussi fait tout un livre sur ce thème-là, pour donner le lien, c'est open source. Et puis peut-être si vous avez des questions, on regarde cet thème d'une manière très différenciée. Alors, ça c'est une urbanisation entièrement industrialisée, mais très peu peuplée. Alors, vous voyez rien, très peu, parce qu'on consomme, on utilise la vision de la mer depuis la côte, et puis particulièrement dans la mer du Nord, cette industrialisation, c'est au centre, on voit presque pas du tout. Mais juste un petit instant pour voir, pour aller plus proche, et c'est pas avec les cartes, il y a un processus de déconstruction de l'infrastructure de pétrole, parce que le peak oil, il est passé dans la mer du Nord. Les objets comme ça, ils reviennent à la côte, ils sont démontés. Ça, c'est un exemple qui s'appelle Brent Delta, une de les premières structures sur la mer du Nord. Mais en même temps, par exemple, les Norvégiens, ils continuent les projets de construction dans la mer du Nord, les projets state of the art, les projets très spéciaux. Alors là, ils sont en train de juste de finir les nouvelles choses, même si on sait que c'est pas du tout rendible, profitable, et ils continuent. Et il y a un aspect que c'est très intéressant qui est depuis les années 60, ça fait beaucoup de temps, le premier l'endroit plus complexe sur la mer du Nord pour le pétrole, c'est devenu
c'est protégé, c'est devenu un héritage culturel. Mais pas physiquement, ils ont fait une documentation, c'est une documentation virtuelle maintenant. Mais ça vous donne une idée de cet endroit, c'est vraiment quand même très urbain, si vous voulez. Il y avait 8000 personnes qui travaillaient là à l'époque. Ça, c'est juste un petit diagramme, il y a beaucoup ouais, c'est une complexité assez très intéressante. À part ça, il y a plus ou moins 60 000 personnes qui travaillent encore dans cette manière. Ça, c'est toute la zone là, c'est l'infrastructure de pétrole. Mais ici, sont les nouvelles infrastructures de wind parks. Et puis, eux-mêmes aussi, il faut travailler 3 semaines à la fois sous la mer. Ils sont en train de construire les hôtels pour les travailleurs encore. Même si l'huile est passée, on commence maintenant avec le vent. Et puis ça, c'est un peu une vision de la vie. D'un côté, on a une chambre toute seule ici. Souvent, il y a 2-3 personnes dans une chambre, mais cette chambre-là, il n'y a même pas une fenêtre. Alors, ils ont 14 jours en Norvège, ils ont 14 jours dans une chambre comme ça. Et puis après, ils ont 28 jours de pause. En Angleterre, ils ont 3 semaines offshore et 3 semaines à la maison. Alors, c'est devenu très stressant. Et puis, dans les conditions de travail aussi, pas du tout bien. Voilà, ça, c'était une espèce de sommaire de ma recherche. Je sais si ça doit être que la moitié du temps. Comment ça va, Chine? J'ai encore 15 minutes. Oui? OK. Oui, vous avez 15 minutes. Oui, merci. OK, on va avancer maintenant avec ce projet de référence Streamscapes. Et que ça, c'est, je pense, pertinent de votre travail maintenant sur l'éco-métropole laurentienne. Et c'est la référence pour le thème de cette conférence de la rivière à la mer. Alors, penser à contre-courant, inverser les flux. Là, comment on peut imaginer les flux dans la mer du Nord inversés? Si tout ce qui est rejeté en mer s'écoule en amont dans les rivières, les parcs et les villes à l'intérieur du pays. C'est comme ça qu'on a commencé un peu ce projet. Après toute la recherche sur la mer, c'est quoi l'influence de la mer dans la profondité du pied, du pays? Alors, ça c'est un projet en Allemagne et vous voyez ici, on a ça c'est le côte de l'Allemagne et la mer du Nord et aussi la mer Baltique. Mais en Allemagne, les grandes villes sont à l'intérieur du pays. Alors, vous voyez dans cette carte, Hambourg, c'est le pôle principal de l'Allemagne. Mais Berlin, par exemple, la capitale, elle n'est pas du tout sur la carte, c'est ici, de quelque part. Alors, la mer est loin, à la fois géographiquement et aussi psychologiquement. L'objectif était de comprendre jusqu'où la mer pénètre à l'intérieur et de quelle manière les rivières sont-elles considérées comme les connexions avec la mer. Pourquoi on a posé ces questions-là? Pourquoi il y a un problème urgent concernant l'océan et en même temps, la société est détachée de ces problèmes et des concepts d'entendance publique. Je voulais dire stewardship ici. Comment on se peut sentir responsable pour ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'était le plus grand espace public de la planète, en fait. Et le projet visait donc à en savoir plus sur ce lien déconnecté. Alors, comment on fait ça avec quel outil? Et nous étions intéressés par les les connaissances plus subtiles et intangibles. Ce sont
des questions, pas trouvé beaucoup de recherches. Alors, c'était à nous à faire la recherche sur ça. Et on a utilisé pour ça le concept de citizen science et la cartographie expérimentale. En 2007, pour les interdisciplinaires, on a toutes les disciplines, on était sur la et l'objectif était de communication publique plus large et d'impliquer le public dans le processus de production des connaissances. Alors, on a gagné un prix là, des 5 projets qui ont accepté. On a lancé ces projets à la Berlin. Alors, de la rivière à la mer, nous avons proposé de suivre les rivières depuis Berlin à la mer et découvrir comment la mer est comprise dans l'arrière-pays grâce à la collaboration avec les habitants. La trajectoire n'est pas une seule rivière, quand je pense que vous travaillez peut-être sur une rivière, mais plutôt une combinaison de 3 cours d'eau, le Spree, qui est le fleuve passe par Berlin, le Havel à côté, et la Elbe, qui est un grand fleuve qui passe ici par Hambourg, ici, sort de la mer du Nord. Chaque rivière a des caractéristiques spécifiques et des histoires différentes à raconter. Ils sont marqués par différentes interventions techniques et politiques. Ici, par exemple, les écluses, le trajet traverse les frontières régionales. En fait, les fleuves sont souvent utilisés pour marquer les frontières de manière différente. Alors, OK, la stratégie pour la science citoyenne, c'était de concentrer sur 3 endroits, 3 écluses situées dans les contextes urbains et des paysages très différents. Alors, ici, Berlin, le premier s'appelle Graz, le deuxième, c'est Giesthacht, et le troisième, là, c'est presque à la mer, Brunsbüttel. Oui, c'est quoi la cartographie expérimentale? Nous, on a utilisé une analyse technique et le savoir endogène. Le but, c'était de recomposer une nouvelle sorte de cartes qui comprennent tous les deux les choses là. En plus, on voulait faire un lieu de rencontre mobile par un concours interne des étudiants. Alors, c'était un lieu à transporter à les 3 endroits et de créer une bonne ambiance de discussion et de travail avec le public, de rendre les gens curieux et de communiquer notre projet. C'est aussi un lieu d'échange. Alors, attendons que les habitants nous racontent des histoires et partagent leurs connaissances. Il était important que nous donnions quelque chose en retour. On a choisi de leur faire des snacks sur place avec les produits locaux. Alors, on a construit cette espèce de bateau avec une petite cuisine. Après mon recherche, et en parallèle avec la mer, les rivières servent de plusieurs fonctions. Il y a plusieurs fonctions urbaines. Ils ont les routes importantes de transport, les artères écologiques. Ils contribuent à la production alimentaire. Ils fournissent des services importants pour la production d'énergie et ils sont les lieux de relaxation, des loisirs et du tourisme. Alors, nous, on a fait une espèce d'analyse concernant ces 5 choses. On va juste regarder un peu comment sont les cartes. C'est les transports qui, après le rail, le train, ils ont le transport pour les fleuves, c'est devenu moins important en Allemagne, mais quand même, ça représente 9% de la marchandise. Pour l'écologie, ici sur la carte, vous voyez les bassins versants de les 3 rivières. Ça forme une espèce d'espace comme ça. Et les zones protégées et la qualité de l'eau.
qui en fait ne correspondent pas aux zones protégées. C'était curieux. Ça c'est la nourriture, la concentration de différents types d'agriculture, d'élevage, ainsi que les lieux souterrains. L'énergie, en fait, le long des rivières, c'était un endroit favorisé pour la production, soit l'énergie nucléaire, mais aussi l'industrie lourde. Alors, ça commence à changer. Vous voyez, ces petits cycles-là sont les parcs éoliens, alors que ça commence à être beaucoup aussi vers la mer, mais entre l'industrie sur la rivière, ça recule un peu. Voilà. Et le tourisme, il y a beaucoup de sortes de tourisme. On a vu qu'avec la désindustrialisation et la naturalisation des zones fluviales, ça permet de découvrir la région à travers de nouveaux types de tourisme plus écologique. Alors, avec les cartes là que vous avez vues, nous avons encouragé l'expérimentation de différentes formes de communication graphique. Plutôt que la homogénéité, nous avons recherché la hétérogénéité. Pourquoi ça? Ça, c'est pour renforcer les dimensions multiples des espaces fluviaux et rechercher de nouveaux langages pour les expliquer. Comme mes recherches sur la mer du Nord, j'ai trouvé que les espaces liquides résistent aux formes classiques de cartographie et ne veulent pas être classés si mécaniquement. Alors, certaines choses coexistent en parfaite contradiction côte à côte et les espaces liquides peuvent absorber cela jusqu'à un certain point et ne veulent pas être appliés ou simplifiés. Voilà, je vais maintenant à la documentation des histoires que les personnes sur les places ont racontées. Je vais juste montrer 2 ou 3. Ça, c'est documenté sur un format qui s'appelle Story Maps. C'est conçu par Esri. Et vous voyez une espèce de carte et beaucoup d'histoires. On commence avec le petit endroit Gats, qui est sur la rivière Harper. Cette image vous donne une espèce d'idée. C'est assez idyllique, assez calme. Et là, il y a les histoires intéressantes, par exemple, comment ça s'appelle, cigogne. Alors, il vient chaque année le même endroit. Ils font ils notent exactement le jour qu'ils arrivent et le jour de départ. Et puis, en même temps, il y a une responsable dans chaque village pour les cigognes. Et aussi, ils ont noté qu'avec le changement climatique, cet endroit autour de la fleuve devient plus en plus sec et il y a moins en moins insectes et les choses comme ça pour les cigognes à nourrir. Le deuxième endroit, c'est sur la rivière Elbe, un changement d'échelle complètement, c'est plus industriel. Et l'endroit s'appelle Giestak, c'est une population de 3000. Ici, on est tombé sur les histoires assez industrielles aussi. Par exemple, ils ont parlé de l'industrie lourde, une usine de dynamite, qu'est-ce que vous voyez là, et une centrale nucléaire qui ont été démolies, mais enfoyée près de la rivière, entraînant un sol contaminé. Cette histoire a également été enterrée, si vous voulez, pour les autorités. Alors, ça reste très présent pour la population, mais ce sont les histoires que peut-être on ne trouve pas assez facilement. Ce ne sont pas des histoires parlées comme ça, en confiance. Et le troisième endroit, c'est le canal entre la mer du Nord et la mer de Baltique. Ça, c'est l'Elbe, et peut-être vous voyez là le canal. C'est étonnant parce que, en fait, c'est le canal artificiel le plus utilisé au monde.
Et ici, à Brunsbüttel, c'est une population de 13 000. On a entendu beaucoup de belles histoires de voiles, par exemple, que Brunsbüttel était plein de pirates vers les années 1500. OK, alors on est sur les conclusions maintenant. Si je peux avoir deux secondes, 2 minutes, je vais juste dire qu'est-ce qu'on a appris avec ce processus, avec cette collection des histoires des légendes. On a vu que la narration, à la place de les cartes, la narration, c'est agile, il peut se déplacer entre des échelles. Et puis, les personnes qui parlent comprennent très bien les échelles, comme les grandes échelles touchent cet endroit local. Les relations sont élastiques et peuvent se attendre. Alors, ils ont aussi une expérience très tangible des cycles naturels et ça, c'est important pour tous les habitants. Alors, on a vu que la région fluviale est une espèce de collecteur, un accélérateur, c'est une concentration de choses. Ça, c'est un graphisme ici de comment un étudiant a interprété ça. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici sont les quatre, une combinaison de la technique et les choses plus intangibles, les histoires. C'est plus ou moins les résultats, voilà. On a vu que les 5 caractéristiques de ces endroits fluviaux. Un, est qu'il y a une négociation entre les frontières, et continuité. Les flux longs et continus permettent des libertés particulières, mais en parallèle, le fleuve accueille des fréquentes barrières artificielles, par exemple les écluses et des frontières législatives qui bloquent ces flux. Alors, c'est un contre-jeu délicat entre la politique et le quotidien, le contrôle et la renaturalisation dans les zones fluviales. Le deuxième est que le fleuve, il y a une promotion et entretien des échanges. C'est un endroit d'échange. Alors, même si le fleuve, il est capable de se transformer et redéfinir en fonction des changements sociaux, climatiques et économiques. Ce n'est pas toujours pour le bien, mais il y a un potentiel de transformation. Alors, pour les questions, le lien avec la mer, on a vu les passages forment un canal spécifique vers la mer et partagent les nombreuses propriétés, par exemple le changement régulier du niveau de l'eau, mais sous une forme plus douce et plus contrôlée. Selon les endroits du passage local, le lien avec la mer peut être de plus en plus abstrait. Alors, les endroits qu'on a vus portent les souvenirs personnels. Et bien que ces souvenirs soient hautement individuels, des qualités universelles liées aux espaces aquatiques peuvent également être identifiées. Alors, ils sont donc les espaces socioculturels très pris qui contribuent à un effet tangible de bien-être personnel et collectif. Et le dernier est que ces endroits-là portent une contribution majeure à l'identité. Ça, c'est un cas qui s'appelle Identification Scapes. Et l'étudiant, elle a cherché de comprendre jusqu'où quelle partie de le fleuve l'identification est liée à quelques éléments dans cette partie du paysage. Même s'ils sont des fois loin ou assez très proches, ils sont capables de stimuler les sens, établir et de maintenir le lien personnel lié aux événements et aux expériences dans un sens élargi de lieu. Alors, des fois, beaucoup plus loin. Le concept de distance, c'est assez différent. OK, alors, je pense que c'était la dernière. Oui, merci beaucoup.